il y a eu des centaines d'études sur les traitements médicamenteux et non médicamenteux en sclérose en plaques pour prévenir les poussées et ralentir la progression de la maladie. Puis pour le marqueur. OK, merci. Donc, parmi ces centaines d'études-là, 11 traitements ont été démontrés efficaces, 11 pour prévenir les poussées de la sclérose en plaques, dont un qui ralentit la progression de la forme primaire progressive, et un tout nouveau qui ralentit la progression dans la phase secondaire progressive. Alors, il y a 11 médicaments qui sont approuvés au Canada pour la sclérose en plaques. Dans les années 90, oui, mais je vais reculer, puis le rouge, ça ne fonctionne pas. Désolé. Ah. OK. Donc, dans les années 90, on a eu les injectables, l'Avonex, le Copaxone, le Rebif et le Bétacéron. Ensuite, il y a eu les médicaments par la bouche, le Gilenya, le Mavenclad, l'Aubagio et le Tecfidera. Et il y a aussi 3 médicaments biologiques qui sont des anticorps monoclonaux, le Tisabri, le Lemtrada et l'Ocrevus. Et il y en a un qui va probablement être approuvé bientôt pour le ralentissement de la progression dans la phase secondaire progressive, le Siponimod. Pour qu'un médicament soit approuvé par des autorités gouvernementales comme Santé Canada, le FDA américain, le EMA européen, il doit y avoir des preuves sans équivoque que le médicament est sécuritaire et aussi qu'il est efficace. Et le seul type d'étude qui est considéré valable pour qu'un médicament soit approuvé, c'est l'essai clinique randomisé, avec un comparateur qui peut être un placebo ou un médicament actif, et avec un suivi qui est fait à double insu. Ça veut dire que ni l'investigateur, ni la personne à l'étude ne savent quel médicament la personne prend. Maintenant, la randomisation, c'est la plus importante caractéristique d'une bonne étude. Pourquoi? Bien, parce qu'on répartit notre population à l'étude au hasard pour que les groupes soient comparables au début de l'étude. Si nos groupes ne sont pas comparables, nos conclusions ne veulent plus dire grand-chose. Donc, si on regarde un essai randomisé, la première étape, c'est de définir notre population de l'étude. Par exemple, ça pourrait être les gens qui ont la forme primaire progressive. La deuxième étape, c'est de les répartir selon nos groupes de traitement, comme par exemple, ça pourrait être un groupe qui reçoit l'Ocrevus et un groupe qui reçoit un placebo. On fait le suivi à double insu, habituellement pour une période de 2 ou 3 ans, et après, on analyse nos résultats. Bien, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, ce sont les études observationnelles qui sont assez différentes. Dans les études observationnelles, on fait simplement un suivi des gens selon le traitement qui a été décidé entre la personne et le neurologue. Comme par exemple, dans une clinique, on pourrait comparer le Gilenya avec l'Aubagio, faire un suivi, puis comparer le nombre de poussées après 3, 4 ou 5 ans. Le problème avec les études observationnelles, c'est justement l'absence de randomisation. Parce qu'au Québec, comme dans bien d'autres endroits, le Gilenya est un médicament de 2e ou de 3e ligne, alors que l'Aubagio est habituellement un médicament de 1re ligne. Donc, les gens qui reçoivent un ou l'autre de ces médicaments-là
ne sont pas tout à fait comparables. Les gens qui reçoivent le Gilenya ont probablement une maladie plus active. Donc, à ce moment-là, quand on les suit et puis on regarde le nombre de poussées ou le DSS, etc., on ne peut pas tirer des conclusions qui sont très valables si on ne part pas avec des groupes qui sont comparables. Donc, la grosse faiblesse des études observationnelles, c'est l'absence de randomisation. Et c'est pour ça que l'étalon standard pour l'approbation des médicaments, c'est encore et toujours, et avec raison, l'essai clinique randomisé. Mais il y a des problèmes avec les essais cliniques randomisés. Les gens qui participent sont hautement sélectionnés, les conditions sont très contrôlées. Ce n'est pas tout le monde qui veut ou qui peut participer à des essais cliniques. Ça prend beaucoup de temps. Les gens ont souvent une vie très active. Et venir venir à la clinique à tout bout de champ, même s'ils aiment beaucoup, beaucoup leur neurologue, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui fait partie de leur vie. La vie continue et de participer à des essais cliniques, ce n'est pas toujours évident. Donc ça introduit un biais dans les études déjà en partant. Mais en plus de ça, il peut y avoir une trentaine, facilement, une trentaine de critères d'exclusion dans une étude, selon toutes sortes de maladies, selon l'âge, selon la durée de la maladie, selon le DSS, selon le nombre de poussées dans la dernière année, le nombre de lésions à la résonance. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de critères d'inclusion et d'exclusion dans ces études-là. Et c'est très rigoureux, ces études-là. Rigueur veut dire surveillance tout le temps, tout le temps. C'est très dispendieux à faire ces études-là, souvent au moins 100 millions de dollars seulement pour une étude. Et ces études-là doivent être brèves parce que après 2 ou 3 ans, si le médicament à l'étude démontre une certaine efficacité, on ne peut pas éthiquement continuer à faire l'étude parce qu'il faut l'offrir aux autres personnes qui prennent soit un placebo ou un comparateur qui est moins actif, ou ceux qui ne participent pas dans l'étude et qui ont la même condition. Par contre, dans l'étude observationnelle, on peut déterminer l'efficacité réelle dans notre population globale. L'étude peut se poursuivre pendant des années et des années. On peut même faire des analyses après 2 ans, 5 ans, 10 ans. On peut faire autant d'analyses qu'on veut. Et puis c'est peu dispendieux parce que le suivi qui est requis, c'est tout simplement le suivi normal, régulier qu'on fait quotidiennement à la clinique. Donc, pour améliorer la validité et l'utilité des études observationnelles, il faut essayer de simuler le plus possible la randomisation pour rendre les études le plus valables possible. Alors, comment est-ce qu'on fait pour simuler la randomisation dans les études observationnelles? Bien, on utilise une technique qui s'appelle le score de propension. C'est une technique statistique qui permet de réduire les inégalités entre des groupes grâce à l'appariement des sujets selon la probabilité d'avoir reçu chaque traitement. Bon, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut jumeler les gens dans les différents groupes selon les caractéristiques de base qui sont les plus importantes, comme l'âge, la durée de la maladie, le nombre de poussées, la résonance magnétique, etc. Cette technique-là n'est pas parfaite. On ne peut pas jamais compenser pour une randomisation, mais ça fait un bon bout de chemin et c'est ce qui fait que les études observationnelles sont maintenant de plus en plus acceptées comme si vous voulez, outils pour évaluer l'efficacité de certains traitements. Il y a même un pays scandinave, je pense que c'est la Suède, qui oblige maintenant, pour certaines maladies, des études du monde réel, c'est-à-dire observationnelles, avant qu'un médicament soit approuvé. Attendez, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau.
OK. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire des études observationnelles? Bien, premièrement, pour obtenir des données quand les essais randomisés ne sont pas possibles ou si éthiquement, c'est discutable. L'exemple, c'est la grossesse et chez les enfants. Mais de plus en plus, il y a des études randomisées qui se font chez les enfants. Un bon exemple, c'est le Gilenya. Chez les jeunes, vous savez qu'il y a des enfants qui ont la sclérose en plaques. Il y a eu une étude randomisée chez les enfants qui ont la sclérose en plaques à partir de 10 ans. Et le Gilenya a été démontré efficace pour réduire le nombre de poussées. Mais c'est souvent plutôt l'exception, les essais randomisés dans ces populations-là, et les études observationnelles ont un rôle quand même assez important. Une deuxième raison, c'est pour obtenir des données réelles, j'en ai parlé un petit peu tantôt. La population globale est plutôt diversifiée, beaucoup moins homogène que ce qu'on a dans les essais cliniques. Donc, on a une meilleure idée de l'efficacité réelle. Et les études observationnelles viennent assez bien complémenter les essais randomisés. Comme par exemple, si on a de multiples comparaisons avec plusieurs traitements, les essais randomisés ne se portent pas bien à ce genre d'analyse parce que les groupes sont petits et ça devient difficile de faire ces études-là. Aussi, les transitions entre les traitements. Vous savez qu'on a de plus en plus de traitements en sclérose en plaques et on ne sait pas toujours combien de temps qu'il faut attendre. Est-ce qu'il y a des risques de commencer tôt? Est-ce qu'il y a des risques, au contraire, d'attendre trop longtemps? Donc, on a ces études-là, les études randomisées, ne sont pas bien, si vous voulez, construites pour bien évaluer comment transitionner entre les médicaments, ce qu'on fait avec les études observationnelles. L'autre chose, c'est que c'est beaucoup plus facile avec les études observationnelles d'intégrer les données des personnes, par exemple des données sur leur équilibre ou sur des données cognitives. Et justement parce que les études observationnelles nous permettent d'avoir des données à long terme, on peut mieux comprendre l'histoire naturelle de la maladie sur 10, 15, 20 ou 30 ans. Donc ça, c'est les avantages des études observationnelles. Maintenant, la base de données, c'est l'outil essentiel des études observationnelles. Une base de données permet de stocker, de retrouver l'intégralité des données brutes et d'informations en rapport avec un thème ou une activité. En fait, des bases de données, il y en a plein alentour de nous et ça fait longtemps. Par exemple, le bon vieux livre de recettes, dans le fond, c'est une base de données. Vous avez un index, vous retrouvez votre recette, puis vous avez les données par rapport à cette recette-là. Le registre comptable, le bottin téléphonique, le bon vieux Rolodex avec le nom, adresse, numéro de téléphone, ce sont des bases de données. Mais aujourd'hui, tout change assez rapidement et, bon, c'est l'électronique qu'on utilise pour les bases de données. Et la base de données la plus grosse en sclérose en plaques au monde, c'est la base de données MSBase. MSBase a été développée en 2001, a commencé ses activités en 2003. Actuellement, il y a 63 000 personnes qui sont dans la base de données. Il y a 135 cliniques dans 35 pays qui participent et qui entrent des données par rapport à leurs patients. La base de données IMED est utilisée localement à la clinique pour rentrer les données. Les données sont ensuite anonymisées, encryptées, puis envoyées au serveur MSBase, et ensuite on fait les analyses. Et après ça, on envoie ça sur la cloud pour sauvegarder le tout de façon tout à fait sécuritaire. Ensuite, les résultats de nos recherches
sont présentés dans des réunions scientifiques comme ECTRIMS, la grosse réunion annuelle de sclérose en plaques, et sont publiés aussi dans des revues médicales. Alors, je vais vous montrer un exemple pour que vous ayez une idée un peu de qu'est-ce qu'on fait comme recherche. Ça, ici, c'est une étude sur les poussées pendant la grossesse et en postpartum. Alors, dans cette étude-là, il y a eu 893 grossesses chez 774 femmes qui ont été suivies. Alors, dans ce graphique, en fait, il y a trois phases. Ici, la première phase, les 4 premiers points, c'est l'année et demie avant la conception. Ici, c'est pendant la grossesse. Chaque point représente une période de 3 mois. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Et ça, ici, c'est la période postpartum. Alors, au début, un an et demi, 2 ans avant la conception, dans cette population-là, l'étude a commencé dans les années 90, il faut dire. La moyenne, si vous voulez, le taux moyen de poussée annualisée était un peu plus que 0,3 ou 0,3. Et vous voyez, avant la conception, dans les 12 mois avant la conception, il y a eu une augmentation quand même assez significative du taux annualisé des poussées. Et la raison pour ça, c'est que souvent, la médication est cessée en prévision de la grossesse. Ensuite arrive la grossesse, importante diminution du taux de poussée, surtout dans le 3e trimestre, où on arrive à près de 0,1 poussée par année. Alors, c'est vraiment dans le 3e trimestre où le taux de poussée est le plus bas. Et arrive la période postpartum, dans les 3 premiers mois, mais surtout dans le premier mois, le taux de poussée devient soudainement beaucoup plus élevé et diminue assez rapidement vers le taux de base. Alors, on s'est demandé quels sont les paramètres qui sont associés à un taux de poussée plus élevé en postpartum. Bien, on a trouvé 2 facteurs, le taux de poussée dans les 2 années avant la conception et l'utilisation, ou si vous voulez, la non-utilisation d'une médication avant la conception. Alors, les conclusions de cette étude-là, c'est que les poussées sont peu fréquentes pendant la grossesse. Elles sont plus fréquentes au tout début de la période du postpartum. On le savait déjà pas mal. Il y avait eu des études plus petites dans les années 90 qui avaient déjà démontré ça. Ce qu'on savait moins, c'est que le taux de poussée double plusieurs mois avant le début de la grossesse à cause de l'arrêt de la médication et qu'un faible taux de poussée et l'utilisation de la médication avant la grossesse sont associés à un nombre moindre de poussées en postpartum. Alors, toutes ces informations-là sont discutées avec la future maman et nous aident à prendre des décisions ensemble. Une autre étude qui est assez récente, c'est la comparaison de 3 médications orales dans la maladie, le Gilenya, le Tecfidera et l'Aubagio. Alors, dans cette étude-là, 614 dans le groupe Aubagio, 782 Tecfidera et 2300 dans le groupe Gilenya. Et on a appliqué la technique du score de propension pour s'assurer que les groupes étaient semblables en ce qui concerne l'âge, la durée de la maladie, les poussées et le DSS. Donc, les chiffres ne sont pas importants. Ce que je veux vous montrer, c'est jusqu'à quel point il y a des efforts qui sont faits pour s'assurer que les groupes sont le plus comparables possible, un petit peu comme si on faisait une randomisation. Ensuite, on a comparé le Gilenya avec l'Aubagio. Là, on a une différence de 23 %, ce qui atteint un niveau statistiquement significatif, mais au niveau de le DSS est resté stable avec les 2 médicaments. Donc, pas de différence
à ce niveau-là. Ensuite, le Gilenya, par rapport au Tecfidera, c'est pas mal la même chose qu'on vient de voir. Le Gilenya un petit peu plus efficace, 22 %, pas vraiment de grosses différences au niveau de l'EDSS. Alors, la conclusion de cette étude-là, c'est l'efficacité des 3 médicaments est la même en ce qui concerne le déficit neurologique, du moins à court terme. C'est seulement 2 ans et demi. N'oubliez pas que la médication orale est relativement récente et on n'a pas suffisamment de données pour avoir des données à moyen terme, comme à 6 ou 7 ans. Donc, ça va être intéressant de comparer ou de refaire l'étude dans quelques années. Le Gilenya est légèrement plus efficace que les 2 autres pour prévenir les poussées. Une autre étude, c'est sur la cladribine. C'est peut-être un nom que vous ne connaissez pas, parce que c'est un nouveau médicament dont le nom commercial est le Mavenclad. Alors, c'est un médicament qui a été approuvé par Santé Canada en novembre 2017. Et la façon de le prendre est un peu particulière. C'est 2 semaines de comprimé la première année seulement et 2 semaines de comprimé la deuxième année seulement. Et après, on ne fait pas de traitement pour une période d'1 an ou 2, selon la réponse clinique et radiologique. Le médicament avait été approuvé en Australie en 2011, mais il avait été retiré volontairement en Australie parce qu'il avait été refusé initialement aux États-Unis à cause que les données étaient considérées incomplètes et on suspectait la possibilité d'un léger risque augmenté de cancer, ce qui ne s'est pas avéré avec les études subséquentes. Le problème, c'est que parmi les études qui ont été faites avec la cladribine, il n'y avait aucune étude comparative. Mais en Australie, ça donne que les gens qui ont pris les médicaments étaient surtout dans les cliniques qui participaient à MS-BASE. Alors, on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire une étude comparative en utilisant MS-BASE? Bon, malheureusement, il y avait seulement 111 patients, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et en plus de ça, après le processus de jumelage, il en restait seulement 37. Donc, une grosse faiblesse de cette étude-là, évidemment, c'est le nombre très faible de personnes qui prenaient le cladribine ou le Mavenclad. Ça a été comparé aux interférons, au Gilenya et au Tysabri. Et je vais vous donner les résultats, encore une fois pour démontrer le score de propension. Et ce qu'on voit, c'est que le médicament est nettement supérieur aux interférons, avec 63 % moins de poussée, 30 % de moins de progression de l'EDSS. C'était très semblable, par contre, au Gilenya, mais le Tysabri était un peu supérieur. Donc, pour conclure cette étude-là, c'est la première étude comparative avec la cladribine. Le nombre de patients est très faible et la durée de traitement est de seulement 1 an. Donc, il y a un gros bémol là, par rapport à cette étude-là. Il va falloir maintenant que le médicament est approuvé, on commence déjà à avoir beaucoup plus de données et dans 2-3 ans, on va avoir des données qui sont plus complètes. Mais ça nous donne déjà une idée de comment situer ce médicament-là dans notre, si vous voulez, dans notre artillerie, dans notre arsenal thérapeutique. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'efficacité du médicament semble supérieure aux interférons, semblable au fingolimod et inférieure au Tysabri sur une période d'1 an. Alors là, mon temps est pas mal fini, mais je tiens absolument de prendre une petite minute pour l'étude la plus importante, en tout cas, à mon avis, qu'on a fait jusqu'à maintenant, puis qui vient juste d'être publiée dans le journal médical, la revue médicale JAMA, c'est est-ce que nos médicaments préviennent de la phase secondaire progressive? Avant l'ère des médicaments, 50 % des gens qui avaient la forme primaire progressive évoluaient vers une phase secondaire progressive après 15 ans. Okay? Mais de quelle façon nos médicaments
permettent de réduire, d'empêcher ou de réduire la phase secondaire progressive. Alors, c'est ce qu'on a regardé. On commence à avoir assez de données pour répondre à cette question-là. Alors, on a comparé le Lemtrada, le Tysabri et le Gilenya, qui sont nouveaux, avec les interférons qui sont beaucoup moins nouveaux. Et le Copaxone, on a fait un groupe par rapport à des gens comparables qui ne sont pas traités. Alors, les résultats sont quand même assez impressionnants. Avec le Copaxone et interféron, nos vieux médicaments, quand même, sur une période de suivi moyen de 11 ans, 29 % moins de personnes que ceux qui ne sont pas traités ont progressé vers une phase secondaire progressive. Avec le Gilenya, évidemment, le Gilenya a été approuvé vers 2011. On a beaucoup moins de données de durée, c'est seulement 6 ans, mais 63 % moins de progression vers la phase secondaire progressive. Donc, c'est des chiffres quand même assez impressionnants. Et avec le Tysabri, et celui-là, c'est le Lemtrada, OK? 39 %, 48 %. Si on compare, si on débute le traitement moins de 5 ans ou plus de 5 ans, il y a une différence de 23 %, d'où l'importance de traiter rapidement la maladie. Et finalement, on a comparé les nouveaux avec les anciens, une différence de 34 %. Okay? Donc, tous les médicaments retardent, et on espère préviennent pour de bon, mais on ne le sait pas, la phase progressive secondaire de la maladie. Les médicaments qui retardent davantage les poussées ont un plus grand effet sur le délai, et il est préférable d'amorcer les traitements tôt pour retarder davantage la phase progressive de la maladie. Bon, dernière diapositive, que nous réserve le futur? Bien, on est en train de participer dans ce qu'on appelle BIG-MS. Toutes les bases de données les plus grosses au monde, on est en train de se regrouper pour avoir le plus de données possible. Un de nos objectifs avec BIG-MS et aussi dans MS-Base tout seul, c'est d'avoir des données à long terme sur l'innocuité. On a beaucoup de données sur l'efficacité. On en a beaucoup moins sur l'innocuité. Alors, on est en train de travailler avec le EMA européen et avec les autres bases de données pour répondre à des questions. Est-ce que les médicaments sont sécuritaires à long terme? Quels sont les... Parce que nos médicaments, n'oubliez pas, sont testés sur une courte période de temps. Et il est possible qu'il y ait des effets ou des complications très, très rares qu'on peut seulement mettre en évidence avec des bases de données. On est en train aussi d'accumuler des données sur l'utilisation de l'ocrelizumab en première progressive et bientôt du siponimod dans la phase secondaire progressive, et aussi pour intégrer les données d'une application Floodlight. Sur votre téléphone intelligent, il y a toutes sortes de capteurs. Il y a des gyroscopes, des accéléromètres, des choses comme ça. Alors, il y a toutes sortes de tests de dextérité et d'équilibre. Il y a 8 domaines. C'est gratuit. Malheureusement, actuellement, c'est juste fait en anglais. Et quand ça va être validé, puis on pense que ça va l'être, on va pouvoir l'intégrer à MS-Base et les gens vont pouvoir tout simplement appuyer sur un bouton pour envoyer les données à MS-Base pour les intégrer à nos études et aussi pour votre neurologue pour voir de quelle façon évolue votre maladie par rapport à ces tests-là. Ça va bien complémenter les examens neurologiques qu'on fait lors de la visite. Donc, il y a toutes sortes de choses qui s'en viennent et je pense que ça va être pas mal intéressant. Ça va nous permettre de mieux comprendre la maladie et les effets des médicaments. Alors, désolé du petit retard. Et ceci complète ma présentation.